Bonjour tout le monde, bonsoir. Et oui, hein, on va pas le répéter à chaque fois, mais je sais qu'il y a il y a des amoureux de la nuit qui nous écoutent en podcast, donc rajoutons à ça qu'au moment où on lance le direct sur YouTube et sur Twitch, il fait déjà un peu nuit sur une bonne partie de la France. Peut-être que à l'ouest, dans le grand ouest français. Tu vois, je sais pas, par exemple, à La Rochelle, je pense qu'il fait pas encore nuit, peut-être. Donc s'il y a des, ouais, non, je sais pas. Après, je sais pas, mais j'y suis jamais allé. Dans le Grand Est à 16h15, j'avais l'impression qu'il faisait nuit, ça m'a déprimé. Mais c'est pas facile hein, de vivre sur les bords de la Côte d'Azur. Hein, Ah non, c'est très dur. C'est très dur. Mais bon, écoute, on fait ce qu'on peut, hein. On te souhaite bien du courage. Franchement, c'est. Merci. J'en ai besoin. Merci. Ton sourire a fait ma journée. Bienvenue à tous dans cette nouvelle thérapie hebdomadaire pour certains. En tout cas, pour nous deux, c'est le cas. Ne négligez pas. Hein. Je m'excuse pour l'absence du numéro la semaine dernière. C'est amplement de ma faute. J'étais malade. Voilà. Vous pouvez voir à ma voix, vous pouvez entendre que c'est pas non plus la folie encore aujourd'hui, mais la semaine dernière, c'était... Voilà, je pouvais pas. Je racontais à Edu en off juste avant de lancer, là, que j'ai même mes pas sur 2 jours. J'ai pas pu le faire. Et je me sentais très très mal. Donc si jamais vous vous sentez mal, dites-vous que que ça peut arriver à des personnes aussi sérieuses que nous. Ça arrive même au meilleur. Je suis pas sûr. Même au plus investi. Ouais, comme quoi il y a toujours pire. Hein. Mais me voilà d'attaque et pour compenser les jours d'après sur la semaine, j'ai fait un peu plus que d'habitude. Et là, cette semaine, je fais un peu plus également pour compenser ces 2 jours où je souffrais, non pas parce que j'étais malade, mais je souffrais de pas pouvoir faire mes pas et je bouillonnais intérieurement. Comme quoi, on n'est pas qu'équilibré quand on fait ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand tu adhères, tu sais, Yous, quand tu adhères, tu adhères. Bah, quand tu adhères au système. L'adhérence, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Et je pense que si on nous entendait, on nous dirait mais c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut parce que ça prouve que t'as totalement adhéré, que ton adhérence elle est maximale. Donc du coup t'es dans le bon et ne culpabilise pas. Et j'ai fait aussi un peu de déload. Non, là, les mecs, ils vont me prendre pour un fou avec le déload. Oui. Le déload. J'en ai profité pour faire un peu de déload. Parce que c'est important d'en faire de temps en temps. En tout cas, là, j'en avais l'envie. Là, alors, le déload, les gars, pour ceux qui savent pas, c'est... Bon, en gros, c'est... Bon, il n'y a pas vraiment de règles. Mais moi, pour le coup, ma déload, c'est le fait de pas aller à la salle pendant une semaine. Mais de continuer à faire mes steps à côté. Parce que le déload peut être aussi un allègement des charges. Des charges. Mais j'ai entendu il y a pas longtemps sur un des excellents épisodes dans les derniers, hein, je sais plus exactement lequel, où j'ai entendu mon ami Lucas parler de déload, mais je crois que il y avait une précision, c'est genre déload hardcore, c'est souvent hardcore avec Lucas. Hein. Qui trouvait plus efficace qu'une déload au niveau des charges, justement. Je sais plus si c'est Lucas ou Antoine qui disait ça, mais voilà. Mais pour aller peut-être un peu plus en profondeur dans le sujet, c'est souvent conseillé le déload. Exactement. C'est-à-dire que tu as certains, par exemple, qui préconisent, je sais plus exactement la fréquence, mais par exemple, 1 semaine d'arrêt total toutes les 6 semaines. Pour que ton corps un peu se régénère, etc. Moi, je peux pas parce que si j'arrête 1 semaine, je baisse mes charges de la moitié. Parce que comme mon taux de mélanine le montre à l'écran, bon voilà, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais dans l'absolu, c'est recommandé. J'ai cru qu'il y avait une suite. Non, il y a pas de suite. Et juste pour reprendre ce qu'a dit Ali,
J'ai ouvert ChatGPT, je lui ai dit les émissions ne sont jamais le lundi, peux-tu me proposer d'autres noms d'émissions? Donc il m'a fait une liste de 10 propositions. avec Est-ce chaque que autre tu jour veux de la les semaine. entendre? Vas-y, Non, régale-moi. il y a 2 suggestions avec un jour de la semaine dedans. Ah, Mais pas bien compris, ChatGPT voilà, apparemment. Mais il a compris effectivement. 2 jours différents hein, d'ailleurs. Hein. Il a pas mis 2 fois mercredi, il a mis mardi et mercredi. Donc je vais donner les propositions. S'il y en a sur le chat qui ont un coup de cœur, n'hésitez pas. Donc première proposition, vas-y, spaghetti balance. chaud, simple et Ok. direct. Ça garde l'esprit Ouais. de la pasta et du fun. Je pense qu'il a pas compris que c'était. Je pense qu'il a pas compris que c'était une émission de foot, Et donc pas il m'a mis que des restaurant, trucs mais. spaghetti. Ouais. 2, café spaghetti. Ok. Ouais, bon, je donne pas Ouais. les explications de chat, hein, sinon on va y passer une heure. Mardi mélange, ça n'a aucun sens. Spaghetti au menu. Le pâte chaud, ça c'est vraiment nul. Pâte de nuit, pour un format plus nocturne, un peu mystérieux. Ah oui, c'est très mystérieux, pâte de nuit. La sauce spaghetti. Les spaghettis du mercredi. Spaghetti Express pour une émission rapide et punchy. Et Spaghetti Time, un jeu de mots simple mais efficace, peut convenir à un format léger et divertissant. Bon, moi, je Alors, trouve les 10 propositions pourries, mais voilà, s'il y en a qui ont eu un coup de cœur, Yous, je te laisse réagir. alors déjà, j'aimerais remercier mon ami Segundo Mezzala pour son sub. Merci à toi, mon ami, qui en plus dit que c'est le retour de la meilleure émission du PAF. Et Ah, en fait, ça me touche d'autant plus que c'est la preuve qu'on peut encore en 2025 faire une bonne émission sans la présence d'Harry Habitant sur le plateau. Et ça, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Et c'est. et le point Oui, positif, je me permets de te couper, c'est que sans Harry, on est oui. aussi assuré de ne pas avoir une émission perturbée par des petites connes. Donc, Bah, ou des sales connes, je sais plus. ouais, mais il y a peut-être des. Voilà. Il y a peut-être des sales cons, ça c'est même sûr Ouais, d'ailleurs. Ça, ouais, mais là, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. ça y a pas trop de doute. Ouais, bon on va voir, on va peut-être envoyer un autre prompt à monsieur J'ai à dit que c'était une monsieur émission de foot. Ouais, J'ai voilà, dit que c'était une émission de foot. Donc, c'était pas évident, c'est vrai quand on te l'a dit, mais ouais. Et je viens d'accepter Sunderland de VF qui m'a mis un message sur le on chat. Voilà, salue. tu as accès à un contenu de très haut vol désormais. Bon courage à toi. Voilà. Bon. Donc, chat, il m'en a refait. Bon, il m'en a fait 12. Allez 12 cette fois-ci, putain, il s'arrête pas. Ouais. Putain, quel Bon, service. Spaghetti foot. Il s'est vraiment creusé la tête. Hein. Je lui ai dit que c'était une émission de foot. Spaghetti foot, merci. Pâte et but. Ok. Ok, ouais. Le 11, spaghetti. La sauce du match. Le corner spaghetti. Ça fait pas mal. Oh, le prochain, il est pas mal. C'est parce que j'ai 52 QI, donc ça aide. Coup de pâte. Avec pâte écrit bon, pâte. Coup de pâte. Ok. Spaghetti et carton. Les 90 spaghettis. Le stade spaghetti. Spaghetti Football Club. Bon, ça, c'est pas très étonnant. Ouais. Match à la spaghetti. Le talk foot spaghetti. Voilà. Bon, je crois qu'il va peut-être falloir faire confiance à l'humain, hein, parce que ouais, il y en a dans les métiers. Ouais. Il y en a dont les métiers sont pas encore menacés, je pense. Ouais, ouais, je pense qu'on a un peu de marge. Hein. Les gros cons, genre comme nous, quoi. Ouais. Franchement, ça correspond bien. Hein, mais... Mais écoute, mais sinon, comment vas-tu? Parce qu'on prend pas le temps de se demander si ça va et est-ce que tu vas bien? Voilà, t'es de retour dans le Grand Est, du coup, est-ce que ça s'accompagne d'une petite dépression? Ça s'accompagne un peu de La première semaine joie? a été un peu difficile. La première semaine a été un peu difficile. Mais après, tu sais, moi, c'est ce que disait j'ai beaucoup de défauts. J'ai beaucoup de défauts, mais on va dire que l'une de mes qualités, c'est que j'ai un sens, on va dire, de la mesure. Je relativise, voilà, je relativise. Ah, et je me dis que ça pourrait être bien, parce que je me dis que ça pourrait être bien pire. Tu vois, quand je regarde les infos et tout, il y a quand même des drames. Là, je pourrais, par exemple, toucher 10 millions d'euros pour jouer FC Barcelone, enfin des trucs horribles, quoi. Ouais, Donc bah ma oui. situation à côté, elle est
ça va, Et, tu vois, ça pourrait être mieux, c'est sûr, mais bon, il y a des drames terribles, donc. et puis, toi, quand t'as envie de te reposer, tu vas dans l'est de la France et non pas dans l'est de l'Europe, à l'est de C'est à l'Europe. s'y méprendre. C'est à s'y méprendre, cela dit. Bah oui, mais c'est vrai qu'il y a certains points communs. C'est marrant tout ce qui vous rejoint entre Monsieur C'est fou, hein. Ronald A et toi. On se ressource un peu aux mêmes endroits, au sein des mêmes gens. Ouais, mais Donc, eh ben, mais bon, moi je tiens le coup en tout cas pour le moment, donc c'est pas courage à lui. forcément le cas de tout le monde. Voilà, On on espère que ça va aller. Hein. on lui souhaite que du bonheur dans cette alia footballistique. Et si on pouvait ne plus le revoir, pourquoi pas en vrai, hein, on dit pas Ouais. non. Si son, comment dire, si sa santé mentale passe par là, on sera. Il faut Ah, voilà, vraiment qu'il en prenne soin et qu'il n'hésite pas à vraiment privilégier sa exactement. santé mentale avant le football. C'est quelque chose C'est que de... du foot, hein. C'est que C'est du ce qu'il foot à faut la se fin. dire. C'est ce qu'il faut se dire. Ben, écoute, je vois que t'es en forme. J'aime bien. Avec un beau maillot de Pipita sur les épaules. Ouais. Il y en a qui l'ont remarqué. Du meilleur numéro 9 des 15 dernières années, après Suarez. Oui, ok, parce que oui, ok. Je crois que, de toute façon, s'il n'y a pas de réaction de Thibaut après ce message-là, je pense qu'il n'est pas, Je il pense est pas qu'il n'est là. pas Hein. encore arrivé, donc on a le temps avant de parler du Real Madrid. Ah là là. C'est un des sujets du moment, donc on est obligé d'en parler. Mais avant ça, je voudrais remercier notre partenaire. Non, c'est pas vrai. Non, On a vraiment plus de pas. partenaires, on n'en a jamais eu. Vraiment pas. Ouais, on a essayé, hein, on a contacté Rumo, même Barilla, même s'il n'était pas trop pour Edu, et peut-être qu'on va devoir contacter Panzani, et là, il va mettre son veto, je sais, mais Lundi Panzani. c'est pas, y a pas un, c'est pas Trash Talk qui a une expression comme ça, Mardi Panzani, un truc comme ça. Mercredi Panzani, je crois qu'il y a un truc comme ça. Je Ouais. sais plus. Je sais plus. Ouais, je crois que ça me dit un truc. Merci Virgile pour ton abonnement, merci pour ton soutien et merci à tous les autres. Mais ouais, il était à Napoli en 2016. Notre ami Habib nous dit. Tu veux dire que ce maillot ne peut pas être Il un était pas maillot encore là. d'Higuaín. Non, il était pas encore là. Puis là, c'est l'année d'après. Ok, d'accord, ok, ok. Merci en tout cas, merci. Mais du coup, Théo le précise également, c'est bien. On voit qu'il y a des gens qui ont une mémoire qui va au-delà de 3 ans. Ça m'impressionne à chaque fois. Alors, si je peux me permettre, Pipita n'était pas à la Juventus lors de la saison 2015-2016, saison du maillot extérieur que porte Edu actuellement. Bravo, vous avez l'œil. Évidemment, pour ceux qui ne voient pas et qui nous écoutent, vous pouvez essayer d'imaginer Edu dans ce maillot triple XL, mais qu'il remplit évidemment, car il est très musclé. Des plus beaux maillots, wow. L'un des plus beaux maillots de la vie. Bah, à partir du moment où il y a encore à partir du moment où il y a encore un vrai logo, c'est déjà mieux. C'est ça. Et ça peut aider. Mais ouais. Et c'est un vrai maillot qui avait été acheté. À moins que Adidas vende des faux maillots. C'est à l'époque où, je sais pas si c'était encore le cas, mais Adidas vendait souvent des maillots à 30 ou 40 euros en fin de saison. Et j'en avais profité, bien évidemment. Ouais. Pour acheter ce superbe maillot, qui est peut-être la dernière, sûrement. Certains diront que 2016-2017 est la dernière saison de la Juve. Mais celle-là est au moins soit la dernière, soit l'avant-dernière, avant que le club ne coule définitivement. C'est marrant. C'est marrant tout ce qui se passe à tes clubs de cœur. Et on pourrait l'expliquer comment ça. Ce ne sont plus mes clubs de cœur. Oui, mais justement. Ouais, non, mais de toute façon, je pense que l'image de ma vie sportive, c'est Wimbledon 45. Hein. Je pense que ça résume toute ma vie sportive de toute façon. Mais c'est une meilleure illustration. Hein. Que veux-tu ? On est condamné. Hein. C'est exactement ça. Mais c'était la dernière année à la Juve d'une légende du football, nous dit Virgile. Je pense qu'il parle de Paul. La dernière. Non ?
Parce que c'est la dernière année de Pogba, si je me trompe pas, non? Oui, mais oui, c'est la dernière, mais c'est pas une légende, donc. Bah, on respecte tous les avis. Et puis, Virgile est-ce que vient c'est pas la de. dernière? Non. Ouais. Est-ce que c'est pas la non? Ouais. Est-ce que c'est pas la dernière? Ah, j'allais dire Barzali, mais non, il est encore là en 2017. Ou alors là. Alors là, tu Ouais, m'en je t'en demandes. demande trop. Mais bon, c'est un détail, c'est un détail. Ah oui, il voulait Arturo parler. par J'allais dire, juste l'année d'avant. Il voulait sûrement parler d'Arturo, mais non. Ouais, presque. Il part un an avant, ouais. Mais. C'est ça, juste l'été d'avant. Ouais, parce qu'il n'y a pas de. J'ai pas de souvenir d'Arturo avec ce maillot. Et donc, non, il aurait été beau avec. Ah, ça, c'est clair. Non, parce que oui, c'est la dernière année. Je te disais de. Non, attends, moi, je voulais avoir les tableaux des départs que vous ne voyez pas, évidemment. Oui, t'as Pogba, Morata qui part aussi, cette année-là, cet été. Ah oui, ouais, mais bon, comme il est revenu 8 fois, oui, ouais, voilà. Il perd un peu, quoi. Et c'était également l'année du départ de Pereira. Waouh. Petit prince. Je l'aimais beaucoup. Je sais. Mais je me rappelle même pas que. Je crois pas qu'il ait beaucoup joué cette saison-là parce qu'il avait tellement de blessures que j'ai même pas de souvenir de lui avec ce maillot. Cette année-là, par contre, t'as beaucoup Sturaro qui joue, qui fait illusion. Ouais. Mais Pereira, tu vois, je le vois même pas avec ce maillot. Ouais, non, mais ouais, parce Barzali doit arrêter l'année d'après, alors peut-être après la finale de 2017. Ouais. Ah, peut-être. Ah là là. Maintenant, bon, si on parle des défenseurs de la Juve. Ils ont Cop Miners, qui est un super défenseur. Qui est devenu mais ça, c'est dingue, ça. Exactement. Numéro 10 à 60 millions, qui est devenu défenseur dans une défense à 3. Parce que c'est là où il est le moins nocif pour son équipe, donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est beau. Franchement, c'est quand même dingue de voir ça. Après, apparemment, il y a eu un petit changement. Je te rassure, hein, j'ai pas regardé Juventus, pas fausse. Hein. J'imagine que... Ah si, toi si. Putain. Non. J'ai arrêté de regarder la Juve. J'ai regardé un peu quand Tudor il est arrivé. Par curiosité. Moi, j'ai vite compris que ça allait pas le faire. Donc, je me suis assez rapidement désintéressé. T'as pas fallu 10 matchs, quoi. Non. Ben, en fait, c'est assez simple. Hein. Moi, je pensais pas qu'il se ferait virer. Enfin, je pensais pas. Moi, ce que je pensais encore quand il était là et que ça tournait pas terrible, c'était ma position, c'était un peu de se dire il faut qu'il reste jusqu'à novembre, décembre, pour voir si c'est vraiment un. Parce que moi, le plus gros problème, en fait, c'était un déficit physique et athlétique qui fait que cette équipe est au-delà des qualités techniques qui sont cata, hein, mais je veux dire, le truc le plus frappant pour moi, c'était, surtout quand tu as un coach comme Tudor, c'était vraiment le côté athlétique, le manque d'intensité. Donc je me dis, bon, soit c'est mort, soit c'est passager, parce qu'ils avaient quand même fait la Coupe du Monde cet été, la Juve, c'est difficile à croire, mais ils y étaient. Donc je me dis, soit c'est passager, une question de préparation physique, etc., soit bon, c'est mort d'entrée, et je me suis dit, bon, laisse un mois et demi, juste histoire de voir s'il va y avoir une montée en puissance physique, d'autant plus qu'ils avaient eu beaucoup de blessés aussi en début de saison, avec ils avaient Bremer qui revenait de blessure depuis longtemps, Cabal qui revenait de blessure depuis longtemps, les deux se sont reblessés derrière, donc tu avais beaucoup d'éléments, on va dire, compliqués. Mais bon, ils ont pris la décision, c'est pas scandaleux, hein, ils ont pris la décision de le licencier. Mais en fait, c'est une équipe. Tu vois, quand ils prennent Spalletti, je me dis s'il y a un seul coach dans le monde, peut-être à l'heure actuelle, enfin, d'autant plus libre, hein, peut-être lui et Klopp, tu vois, c'est peut-être les deux seuls coachs où je me dis bon, l'équipe elle est dégueulasse, mais peut-être que eux deux peuvent réussir à faire surperformer le truc, tu vois, peut-être plus que Tudor, etc. Mais tu vois, ils se confrontent au même problème. Hein. Bah, oui, voilà, comme tu dis, c'est que il y a des trucs qui sont quand même ancrés et qui des fois, d'un coach à l'autre, c'est les mêmes. Hein. Ouais, c'est ça. À un moment donné, c'est eux qui sont là, quand même. Ouais, donc, tu sais, moi,
je rigole beaucoup, c'est tous les week-ends, tous les week-ends, dès qu'il y a la compo qui sort, les supporters sont désespérés, tu vois. Je peux comprendre, hein, que tu peux toujours te dire, ouais, je ferai ci, je ferai ça, ok, tu vois. Mais le fond du problème, c'est que quelle que soit la compo, 80 ou 90% des joueurs, ce sera toujours les mêmes. Donc, il y aura pas de miracle. Et pour rebondir à ce que dit mon ami Ayoub sur Yildiz, moi, ce que j'ai vu de Yildiz, que je trouve très très impressionnant le concernant, à voir si ça va évoluer. C'est qu'il soit pas devenu fou à jouer avec des demi-mongoliens. Déjà, mais c'est que moi, il me fait, c'est la comparaison. Peut-être que certains vont la trouver étrange, mais moi, Non, il me fait énormément penser à la première saison de Yamal, dans le sens où c'est un joueur qui arrive à faire des différences sans avoir de gaz. Sans avoir de gaz. Oui, il élimine. Enfin, t'as l'impression qu'il joue en marchant. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que il va réussir, vu qu'il est très jeune, il va réussir à choper du gaz. Et là, à ce moment-là, tu te dis bon, waouh, comment on va faire pour défendre sur lui, parce que si en plus il arrive à avoir un coup de rein qu'aujourd'hui il n'a pas, ça va devenir très très compliqué. Mais ce qu'il arrive à faire, en tout cas avec son matériel, je trouve athlétique aujourd'hui, et dans l'équipe dans laquelle il joue, c'est très très impressionnant. Et vu que beaucoup aiment poser ce genre de questions et qu'en général je réponds pas à ce genre de questions, pour le coup, moi, il me fait penser à quelqu'un. Et de toute façon, c'est pas un scoop, hein, parce que je suis pas le seul à l'avoir dit. C'est qu'il me fait penser énormément à Del Piero, mais le Del Piero plus 34 ans, tu vois. Ah oui, sachant qu'il en a 20. Enfin non, 18. Ouais. C'est quoi, c'est un 2007, c'est un 2009 2007, 2005, pardon, 2005. Ils disent. Ouais, parce qu'il est jeune à l'échelle italienne, hein, mais il n'est pas jeune à l'échelle. Faut toujours prendre la contextualisation en Italie. Quand tu es jeune, tu rajoutes 3 ans. C'est qu'on en parlait tout à l'heure, l'autre fois, parce que tu sais, quand on joue à un jeu qui s'appelle le bingo, et il y a Amine, que tu connais bien, hein, d'ailleurs, on parle de Tudor. Courage à Amine. Mon ami. Ouais, et ben, il disait, putain, Bastoni, il a pas moins de 25 ans, en gros, il est pas né en 2000, il est né avant 2000. Et je lui dis, mais c'est un Italien. Même si t'en as entendu parler il y a peut-être 2-3 ans, il a dû commencer à 24 ans, pas avant, c'est sûr. C'est ça. Il a quel âge? 27-28, non? Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. J'ai pas vu, mais il est vieux. Bastoni, il est vieux. Hein. Oui, c'est que tu le vois encore comme un jeune. Ouais, il va sur ses 27. Il a 26. Ouais, il a 26. Ouais, ça va encore. Bah, c'est un pitchoun, hein, pour un Italien. Mais je t'aurais dit 27-28, moi. Oui, il a toute sa vie devant lui en Italie. Mais moi, je t'aurais dit 27-28, tu vois, Bastoni. Parce que de toute façon, en plus, un défenseur, il a aucune chance de démarrer, encore moins peut-être que les autres postes, parce que le fétichisme de l'expérience et la gérontophilie italienne, pour être défenseur à 20 ans en Serie A, faut qu'il y ait un problème. Ouais. Mais par contre, il dit très fort. Hein. Mais de toute façon, il va être amené à quitter la Juve rapidement parce que ce club. Mais je sais pas du tout où je le verrai. Tu vois, par contre, honnêtement, il n'y a aucun club là où je me dis, vas-y, le fit, il est naturel. Pas dire dans les grands clubs, hein, parce que pourtant, t'as quand même un certain désert en talent aujourd'hui, enfin en top talent, mais j'ai pas de club, tu vois. Ouais, Arsenal, mais bon, est-ce que c'est un profil aujourd'hui dont ils ont besoin? Je suis pas convaincu que c'est ce genre de profil-là qui manque, même si Arsenal manque de top talent pour le coup. Mais j'ai pas un nom qui me vienne en tête. City, je vois pas du tout parce qu'ils ont Doku à gauche qui fait la saison, enfin qui est en train de passer un cap, donc je l'y mettrai pas là-bas. Pour moi, c'est un faux 10, c'est pas un ailier, c'est pas un 10. C'est plutôt un meneur excentré et voilà. Encore, c'est un mec qui a besoin de faire la densité, mais qui sera pas un ailier qui va tabasser. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc du coup, dans quel grand club tu peux imaginer un profil comme ça? Moi, j'ai aucun grand club qui me vienne. Tu vois, Paris pour moi, ils ont, tu vois, à la rigueur, Paris,
Limite, je le mettrais à la place de Dembélé, tu vois. Ouais, à City, dans ce système où t'as un espèce de losange avec des joueurs très hauts dans la poche, mais actuellement t'as Doku qui serait plus dans sa zone, mais de l'autre côté t'as Foden et Cherki. Avoir Yildiz avec Foden et Cherki, c'est un truc que j'imagine de fou, mais bon, comme tu dis, t'es dans une période où t'as un Doku qui est juste trop fort, et en plus il te permet la flexibilité de pouvoir aller sur le côté, d'être un peu plus dynamique, on va dire, que les autres. Donc, mais dans un système comme ça, moi, Paris, ça me choquerait pas, je suis d'accord avec toi. Bah, à surveiller, hein. Peut-être que... Hein, qui sait. Pourquoi pas United? Ouais, non, mais... Franchement, je rigole pas. Hein. Je sais que tu rigoles pas, mais c'est pour lui que je rigole, en fait. Oui, bon, ça c'est autre chose, mais... Oui, mais en vrai, ça collerait. Ouais, non, franchement, ça colle sur le papier. Je pense pas que Bruno... Enfin, je sais pas, mais je vois bien Bruno faire sa dernière saison, quand même. Donc, et je pense pas que Amorim sera encore là l'été prochain. Donc, on verra, mais bon, de toute façon, ils disent va pas rester longtemps à la Juve. Hein, je pense que c'est soit sa dernière saison, soit son avant-dernière. Et de toute façon, un talent comme ça dans un club pareil, tu sais, c'est comme à l'époque. T'as Alexis Sanchez à l'Udinese, tu sais qu'il va partir. Voilà, c'est pareil, c'est ce qui est devenu la Juve, quoi. Donc, c'est beau de. En tout cas, comme tu peux le voir, notre ami Thibaut est arrivé. Ouais, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On peut arrêter de faire semblant de parler de Yildiz et de la Juve. mais oui, mais il y a Natif de Berbéry qu'on salue. Quel beau pseudo. Putain, les gens ont tellement d'inspi pour trouver des pseudos pendant que nous on est là, on met des jours de la semaine qu'on n'arrive pas à respecter. Et non, mais ils sont là. Hein. Et voilà, et qui nous dit, Yildiz n'a que 20 piges, il est jeune, même à l'échelle européenne. C'est vrai que oui, à l'échelle européenne, c'est jeune, mais alors en Serie A, n'en parlons pas. Il a encore... il est dans le berceau. Hein. C'est que je crois qu'en Serie A, le trophée de meilleur espoir, il est donné jusqu'à 27 ans, il y a moyen. Il faudrait qu'on vérifie sur le palmarès. La Youth League, c'est 27 ans. Ils ont une dérogation. Mais attends, c'est pas Jovinko qui l'a eu il y a 3 ans mais en tout cas, voilà. J'espère que vous allez bien également, mes amis, que vous êtes bien en train de marcher, peut-être même enfin oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont en train de marcher, parce qu'on me l'a dit, on m'a envoyé des messages, on m'a dit, tu sais, maintenant, je me fais ma petite marche, je me mets votre épisode dans les oreilles et je vous entends parler de marche et ça me remplit de joie. Donc on salue tous les marcheurs. Ne lâchez pas. Mais c'est la période la plus dure où il fait un peu plus froid, mais ça va aller qu'en s'améliorant. Donc c'est dur quand on a un travail. C'est vrai que. Alors, oula, c'est quoi ça? Mais oui. Il y a moins de soleil. Vous voyez moins le soleil quand vous travaillez. D'où ce qu'on disait, Youss, lors des podcasts précédents. Essayer d'insérer dans la journée des trajets. Comme toi tu fais, sortir peut-être une station de métro ou de tram avant. Ouais. Et profiter, voilà, la pause de midi. Parce que c'est sûr que bon, quand tu travailles la journée, qu'il fait nuit à 16h30, t'as pas envie de sortir à 19h30 un peu déprimant, hein. Normal. Voilà, donc si vous arrivez à le faire la journée, faut y réfléchir. Courage, ouais. un peu en chinois hein, pour la livraison du courrier. Des colis, des courriers. Et il en faut. On salue tous nos amis facteurs qui nous écoutent. Un métier utile, facteur. Hein, un métier utile. Ce n'est pas le cas de certains autres métiers. Non, hein. Ah oui. Il y a certains métiers. Un peu plus tard. Ouais, non, il y a des métiers. Apparemment, défenseur central à la Juve, c'est pas très utile vu que c'est les milieux offensifs qui finissent par y jouer. Il y en a peut-être d'autres. Moi, je sais à quoi sert 1% chinois, par exemple. Comme disait un grand philosophe sur un canapé rouge, je sais à quoi sert 1% chinois. Ouais. Mais à quoi sert Harry Habitant? Toi, en fait, avec tes bouclettes, j'ai compris, t'es une petite conne, toi aussi. T'es une sale conne. C'est ça? On va dire ce que c'est de moi à la sortie. T'inquiète, il va rien se passer.
on va les gérer. Voilà. On salue également la prostate de Kita qui était en vacances aux Canaries. Je pense pas que la prostate du vrai Kita prenne des vacances par contre. Il en a, non. il en a bien besoin, je pense. Mais ouais, sinon il y a Greg qui dit acheter un chien 45 minutes de marche par jour assuré. Là, il y a une très bonne réponse. Il y a une très bonne réponse sur ce sujet. Attention à pas prendre un chien juste pour des raisons comme cela. Ouais, parce que ouais, et 45 minutes, j'ai envie de te dire, c'est pas assez. Mais ça serait très méchant de te le dire direct. Mais 45 minutes, dis-toi que c'est l'équivalent d'une petite sortie de 10 minutes, quoi. C'est ça en fait. Hein. Ouais. 45 minutes avec un chien, tu fais quoi? Tu fais 3 bornes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un truc comme ça. Donc bon, c'est petit à petit de toute façon. Exactement. C'est à long terme qu'il faut voir ça. Mais ouais, n'hésitez pas vraiment à allier l'utile pas l'utile à l'agréable, mais plutôt l'utile à un peu l'obligatoire dans votre journée. Vous devez aller au travail, c'est obligé. Et trouver un autre chemin, marcher un peu plus. Voilà, le midi, vous aimez pas vos collègues. Oh, oui, très bonne raison marcher. Pour éviter ses collègues. Sortez marcher. Je vous pousse pas à ça parce que je suis pas trop de cette école-là. Je pense qu'il faut quand même rester en bon terme avec vos collègues, sans être non plus obligé de partager toute votre vie avec eux comme certains font parfois. Mais juste discuter un peu. J'adore ma collègue, nous dit Thomas Flaco. J'espère qu'elle aussi. Ça commence mal. Ça commence... Ouais. Faut pas adorer ses collègues, après ça finit mal, surtout quand elles ne font pas partie du même sexe. Mais bon, c'est mon avis personnel. T'as peut-être une histoire derrière ça ? Non, moi non, j'ai pas d'histoire. Mais ouais, voilà. Et Karim nous dit 30 000 pas, 4 jours consécutifs dans la très très belle ville de Barcelone, à ça de Crievisca, Catalunya, libre. Ah, c'est beau. Ouais, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Mais tu nous confieras la suite de cette histoire. Il y a pas d'histoire. Ça pourrait expliquer pourquoi tu conseilles de pas avoir de collègues et pas de travail tout court. Ça peut aider. Je coupe pour ce quiproquo. Non, mais je comprends. En fait, on est sur le point de parler de Real Madrid. Après 30 minutes de podcast, vous allez me dire, il était peut-être temps. C'est pourquoi qu'on vous paye. Malik, si t'es encore en train d'écouter le podcast, je suis désolé. Il y aura que 15 minutes de foot sur un podcast d'une heure et demie. Oh merde. Bon, t'as l'habitude. Je suis désolé. Non, mais il faut absolument qu'on parle du Real Madrid tant que Xabi Alonso est encore l'entraîneur, parce que moi, je m'attendais, comme tout le monde, à ce que ce qu'allait se passer entre la semaine dernière, le week-end dernier, et cette journée de Ligue des Champions avec la défaite contre City à domicile. Je m'attendais à ce que ça sonne le glas, en vrai, de son histoire, parce que ça aurait été peut-être un peu méchant, je pense, au vu du match. Mais est-ce que le Real est là pour être gentil ? Est-ce que l'institution Real est là pour être gentille ? Je crois pas. Et est-ce que l'institution Real répond à une certaine logique de manière générale ? Ça aussi, c'est une autre question. Mais en tout cas, il a un sursis pour encore cet été, je suis pas sûr, ce week-end contre Alaves. Attention à Alaves, hein. Je connais bien. Déplacement très compliqué. Hein. Déplacement très compliqué et potentiellement, je sais pas si l'info est 100% juste, je vous avoue que j'ai vu passer ça sur le Real. S'il y a des mecs qui sont un peu plus calés, qui ont plus d'infos, n'hésitez pas à nous dire. Mais bon, voilà, il y a Thibaut qui nous dit que ça sera jusqu'à la Supercoupe. Ok, on verra, parce que j'ai vu ces deux infos. J'ai vu celle qui parlait de la Supercoupe, j'ai vu celle qui parlait de ce week-end contre Alaves. J'ai envie de te dire, mais bon, pourquoi attendre ? Ouais, on la connaît la fin. Oui, en fait, à partir du moment où tu le licencies pour des motifs, on va dire sportifs, quand je dis sportifs, c'est des motifs de résultat, et que tu regardes ce Real, il y a quand même très peu de raisons d'imaginer que la vapeur s'inverse. Bah, c'est oui. Parce que tu as quand même beaucoup d'éléments, on va dire, structurels qui t'amènent à penser que
il y a très peu de marge de manœuvre et très peu de marge de développement pour cette équipe. Je pense que il y a deux problèmes qui se présentent aujourd'hui pour le licencié, c'est que sur le marché, à part Klopp, il n'y a personne. Et je dis Klopp, mais on n'a aucune garantie sur le fait que il y en a un que tu Klopp oublies. veuille reprendre un club. Oui, et il y a un deuxième, je pense qu'on pense au même, à Zizou. Mais est-ce que Zizou, il a encore envie de faire un nouveau retour, sachant que bon, il est quand même peinard et qu'il attend tranquillement l'équipe de France en juillet. Alors on sait que Il sait pas dire non à on se doute, Florentino. C'est ça le problème. on se doute que il pourrait faire les deux, c'est-à-dire faire un intérim jusqu'à la fin de saison et derrière prendre l'équipe de France. Ça, je pense que c'est tout à fait possible. Mais après, est-ce qu'il a l'envie de le faire, sachant qu'il l'a déjà fait? Moi, tu vois, à la place de Zidane, je vois pas à quoi ça rime. Je veux dire, il a aucun intérêt, il a déjà tout gagné. Ah oui, à part le côté émotionnel, comme tu l'as dit, vas-y, rendre service parce que je peux pas dire non à Florentino. Il a pas besoin de ça sportivement, il a pas besoin de ça économiquement, il a besoin, en fait, ça ne lui sert à rien sur tous les plans d'y retourner. Moi, j'ai un peu du mal à imaginer cette thèse-là, ou comme celle encore plus farfelue d'un éventuel double mandat, par exemple, de Carlo avec Brésil. Ça, je pense que ça n'arrivera pas non plus. Donc, il te reste que des joueurs, que des entraîneurs sur le marché possiblement libres. Et à part Klopp, dont on ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie et de sa carrière maintenant, qui tu prends, tu vois. Et même, tu vois, Klopp, quand on connaît le coach et quand on voit le vestiaire et les profils de joueurs du Real, j'ai même pas la sensation que le match il serait évident, tu vois. Donc très compliqué. Ouais, en fait, je comprends ce que tu dis, mais je sais pas, je me dis que dans une dans une configuration où ça peut pas durer avec Ancelotti, tu vois, que ça se passe un peu peut-être en plusieurs étapes. Ça peut plus durer avec Ancelotti, voilà, ok, ça, on n'a pas trop. Avec Xabi ou Ancelotti? Avec Ancelotti, wow, pardon, t'as raison. Évidemment, c'est avec tu vois, Xabi. parce que c'est un éternel recommencement. Hein. Avec Xabi, on se perd, mais j'ai l'impression que ça peut plus durer. Il est mis dehors. Il y a pas d'entraîneur. Florentino, il appelle Zinedine et dit Zizou, je suis désolé de te demander ça une 47e fois, mais s'il te plaît. Et Zizou, bah ouais, c'est vrai que je fais pas grand chose en ce moment. Peut-être que je peux faire l'intérim jusqu'à la Coupe du Monde et après je vais prendre l'équipe de France comme prévu. Tu vois, je sais pas, moi ça me choquerait pas comme histoire, parce que c'est sûr qu'ils vont l'essayer, hein. Dans le côté miskin, tu vois, il a, enfin voilà, il a un peu, il a peut-être cet amour du Real qui fait qu'il aura du mal à dire non à Madrid, quoi. C'est ça, moi, je pense qui peut se passer. Mais moi, je te rejoins totalement, mais tu vois, c'est encore du maquillage. Oui, non, je dis pas que c'est la solution. Ah non, mais je veux dire, t'en reviens au point initial qui est le plus gros problème du Real Madrid, c'est que ce club n'a aucune planification. C'est-à-dire, tu n'as pas de vision au-delà du prochain match. Ouais, mais est-ce que je suis d'accord avec toi, hein, mais depuis quand? Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Voilà, mais parce que depuis toujours. Enfin, nous, on n'a jamais vu le Real faire un plan sur du moyen terme, rien que du moyen terme. Tu vois. Après, ils n'ont pas eu de chance. C'est que ils ont vécu une bulle enchantée pendant 10 ans avec la génération dorée. Une génération dorée d'ailleurs qui n'était pas extrêmement compétitive, du moins aussi compétitive qu'on aurait pu imaginer avec de tels talents en Liga. Parce que par rapport au talent qu'ils avaient, par rapport à ce qu'ils ont représenté pour l'histoire du club, ils ont quand même un nombre de Ligas remportés sur les 10-15 dernières années qui est relativement faible.
Mais les victoires en Ligue des Champions, on va pas refaire le film de la nature des victoires en Ligue des Champions, mais les victoires en Ligue des Champions étant le Graal pour ce club, le Graal ultime, ça a conforté ce club dans un recyclage permanent, on va dire, de cette équipe, avec des Modric qui vont jusqu'à 40 ans, avec des Benzema qui vont jusqu'à 37 ans, des joueurs avec qui ils ont tiré sur la corde jusqu'au bout, en espérant que ça casse pas avant, parce que il y avait toujours ces échéances européennes qui étaient victorieuses et qui te confortaient un peu dans cette vision court-termiste de ça a marché l'an dernier, ça fonctionne. On peut peut-être encore tirer un an, on essaye de faire éventuellement 2-3 coups sur le marché des transferts en espérant que la greffe elle prenne, etc., etc. Mais il y a un moment où la génération elle s'éteint. Et comme c'est arrivé dans tous les grands clubs, c'est arrivé à la Juve, on en parlait il y a quelques minutes, il y a une grande génération qui s'est éteinte avec les Buffon, Barzagli, Chiellini, etc., etc. Le Barça a eu une grande génération qui s'est aussi éteinte. Alors le Barça c'était différent du Real parce que eux, ils avaient une hégémonie qui était nationale et pas européenne, mais pareil, malgré le fait qu'ils n'étaient pas extrêmement compétitifs en Ligue des Champions, tu conservais l'ossature parce qu'elle te permettait en Liga de gagner. Mais jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, à un moment donné, ça s'essouffle. La génération, elle arrive à son terme. Et si tu n'y as pas pensé avant, si tu n'as pas fait les ajustements saison après saison pour éviter d'arriver sur un creux, tu arrives à une situation problématique. Et c'est la situation dans laquelle le Real est arrivé. Mais c'est là que tu arrives sur le paradoxe du Real, c'est que quand tu fais Heusen, Carreras, Mastantuono, que tu fais monter, on va dire, un Gouler dans le 11 type, qu'est-ce que tu... Bon, t'as Mbappé, ils ont dû faire encore quelques autres jeunes cet été. Carreras, que tu connais peut-être pas. Non, Carreras, je l'ai dit, mais je les ai peut-être tous donnés en fait. Carreras, Mastantuono, Heusen, c'est les 3 seuls jeunes en fait que tu as recrutés cet été. Je sais pas s'il y en a qui peuvent en rajouter dans le chat. Après, effectivement, tu as Trent, mais bon, là c'est un autre type de recrutement. C'est autre chose. T'allais ajouter quelque chose? Non, j'allais dire, t'as l'espèce d'ajout dans le groupe pro du petit Gonzalo Garcia, je crois, c'est ça? Oui. Je sais plus, qui a joué hier. Oui. Je sais plus quel nom espagnol suit après Gonzalo, mais c'est Garcia, je crois. C'est beau, on a bien fait les devoirs. Et tu prends Xabi. Donc quand tu fais un recrutement comme ça, tu prends un coach comme Xabi, qui est un jeune coach quand même, qui a pas un CV ronflant et qui n'a qu'une seule vraie expérience en pro dans un club qui est 14 étages en dessous du Real. Consciemment ou non, tu sais que tu pars pour un projet. Un projet à 2, 3, 4 ans. Quand tu prends un Hussein, que tu prends un Carreras, ces joueurs, tu peux pas attendre d'eux qu'ils aient un standing international d'entrée. Xabi, tu peux pas attendre de lui qu'il arrive à gérer un vestiaire d'internationaux, de superstars d'entrée. Donc, tu dois accepter la panne de résultats. Parce que les résultats viendront pas tout seuls. Même si tu as cette caution Mbappé qui te fait dire que avec 50 buts dans la saison, on a quand même un train d'avance qui va nous assurer un top 2 en Liga et un quart de finale en Ligue des Champions. Tu dois l'accepter. Sauf que l'histoire du Real, c'est qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Donc c'est pour ça que tu vois, dès le début, l'histoire, elle démarre mal. Parce que tu fais des choix que tu sais que tu ne peux pas assumer. Oui, que tu ne peux pas assumer. Qui vont contre l'histoire du club, qui vont contre l'idéologie du club. Et ça t'amène dans une situation comme aujourd'hui où comment tu fais? Parce que derrière, tu as toute la machine qui se met en marche et ça te met un coach de la tour. Donc moi, juste avant de sortir du tunnel, moi, il y a un truc que j'ai trouvé aberrant dès le début, même si je peux comprendre. C'est que quand tu fais Mbappé, 9 chances sur 10 qu'avec Vinicius, ça se passe mal. Pas forcément parce que ego, machin, etc., etc. Mais c'est que Vinicius, avant que Mbappé il arrive, l'équipe, elle tourne autour de lui.
C'est l'élément central. C'est l'élément central et on sait en plus que, bon, Vinicius, c'est aussi un caractériel. Tu rajoutes Mbappé. Bien sûr que tu as 2 joueurs, top joueurs dans le 11 et tu as envie d'y croire. Mais les chances d'échec, elles sont tellement importantes. Et même, tu vois, que tu le fasses l'an dernier, soit, mais que tu arrives, tu fais rentrer Xabi dans l'équipe et que cet été, tu fasses pas partir Vinicius, pour moi, c'est du délire. Et c'est la plus grosse erreur, pour moi, sportive du Real. C'est que t'as par rapport pas aux choix qu'ils ont fait. T'as pas eu le courage de faire des choix. Et C'est quand ça, on dit de faire des choix, c'est parce que recruter des joueurs, c'est simple. Tu vois. Ah, il est bon, il est jeune, je vais acheter lui, c'est rien de compliqué. Mais faire le choix de se séparer de certains et d'avoir la vision. Après, ça fait partie du fait d'avoir la vision à long terme, quelque chose qui, à mon avis, peut-être pas une spécialité du Real sous Florentino Pérez. Ça va avec, parce que, mais c'est quand même assez contradictoire avec le fait d'aller sur des jeunes, quoi. En fait, moi, je me pose la question. Est-ce que on a voulu faire un peu, genre, tu vois, on se remet à la page, on renouvelle l'effectif, on va chercher du jeune, comme tu l'as dit, on va chercher Xabi Alonso. Est-ce qu'il y avait il y a pas une vraie volonté d'aller dans cette direction-là, de laisser le temps, mais que j'ai l'impression que t'as certains comportements, certaines individualités qui d'une certaine manière pèsent plus que la volonté de faire confiance à ce coach. Je sais pas, je pose la question. Est-ce que du côté de Pérez, il n'y a pas quand même dans le fond une envie de faire confiance à Xabi Alonso, mais que ça devient de plus en plus dur à tenir parce que t'as des stars qui n'en peuvent plus d'avoir des consignes. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est pas ça aussi? Je cherche pas à défendre Moi, Pérez, mais... Non, mais moi, je pense que il y a un entre-deux. Je pense sincèrement que, alors c'est pas un grand visionnaire, Pérez, sportivement parlant, mais je pense sincèrement que quand il prend Xabi et qu'il fait ce recrutement, il y a une envie de moyen long terme. Il y a une envie de renouvellement. De toute façon, il est condamné. Il est condamné à renouveler parce que il reste plus personne à part Vinicius qui reste un jeune joueur. Il reste plus personne de l'époque glorieuse. Donc, il est condamné à ça. Mais je pense qu'il y croit, tu vois. Qu'il estime que c'est la meilleure. Mais là où c'est, on va dire, ambivalent, c'est que tu es le Real Madrid. Et tu as cette obligation de résultat. Et quand tu prends des jeunes, que tu prends un jeune coach en plus, et que tu as cette exigence de résultat qui demeure, je pense que le calcul, il est simple, c'est d'avoir un juste milieu. Enfin, c'est pas un juste milieu pour le coup, parce que moi je suis partisan du fait de trancher. Mais que tu te dis, je peux pas me séparer de Vinicius. Là, je suis en train de renouveler mon effectif. Il va être jeune, il va être immature, inexpérimenté. Je peux pas me priver de l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que Vinicius est l'un des meilleurs joueurs du monde, même s'il est en panne de stats, en panne de réussite. Intrinsèquement, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc, tu te dis, ouais, je peux pas me séparer non plus d'un des seuls mecs aujourd'hui dans l'effectif que je peux ranger dans la case top player pour en plus faire la part belle, tu vois, et dérouler le tapis rouge à des joueurs qui ne peuvent pas t'apporter cette garantie aujourd'hui. Mais moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur parce que je trouve que le juste milieu dans le football, ça n'existe pas. Et que quand tu as un cycle à relancer, il faut accepter de relancer ce cycle et de faire le sacrifice peut-être sur une saison ou 2 saisons, même si tu es le Real Madrid. Parce que là, en fait, tu cultives un truc moyennasse qui n'a aucune chance d'évoluer. Enfin, aujourd'hui, tu regardes le Real, tu te dis pas que ça va évoluer. Tu n'as rien qui te laisse à penser qu'avec les joueurs que tu as aujourd'hui, le coach que tu as aujourd'hui, que ça va aller mieux. Mais ça, tu l'as construit tout seul parce que tu as fait des choix qui t'amènent dans une situation d'entre-deux qui ne profitent ni aux jeunes, qui ne peuvent pas vraiment évoluer, ni à ton coach parce qu'il a les mains liées avec des problèmes politiques, enfin, quand je dis politique, des problèmes de vestiaire, d'ego, etc. Et ni au top player parce que même un Vinicius aujourd'hui,
il n'est pas en capacité de briller comme il brillait il y a 2 ans, etc. Est-ce qu'il a progressé depuis 2 ans aussi, tu vois? J'ai vu certains tweetos soulever cette question-là, notamment le grand David qu'on salue, supporter émérite du Real Madrid, qui disait mais tu vois, suite à son match d'hier où effectivement il a été assez catastrophique. Il fait plus de diff sur son côté alors que c'était sa plus grosse qualité. Xabi a vite compris qu'il faut le remettre dans l'axe. Et les meilleurs matchs du Real, c'est quand Vinicius est dans l'axe. J'avais un peu l'impression quand même ces derniers mois en regardant le Real assez souvent que Vinicius est quand même beaucoup plus à l'aise dans une position axiale. Mais enfin voilà, t'as aussi ça, c'est que t'as tu parlais du côté, même si t'as dit que c'était pas forcément ça, tu parlais d'ego, de ces choses-là, mais je pense qu'il y a aussi le problème sportif qu'implique cette arrivée d'Mbappé, cette cohabitation avec tout le monde. Sportivement, il y a aucune construction logique dans tout ça. Ouais, et comment sportivement tu fais cohabiter tout ça? Genre, ne serait-ce que même sans parler de. Après, oui, on a ce côté, on se dit, ouais, c'est des top joueurs, ils vont s'adapter, le coach va s'adapter, ils trouveront la solution. Mais bah finalement, non, hein, on a été peut-être trop naïf là-dessus. Oui, on en avait parlé l'an dernier, c'est un des premiers podcasts qu'on avait fait, on avait parlé de Vinicius Mbappé. Ouais, mais pour dériver sur Mbappé, en fait, moi, peut-être que je dis n'importe quoi, parce que c'est purement mon ressenti quand je le vois jouer. C'est pas sur. Attends, on t'entend mal d'un coup, je sais pas. Ah voilà, c'est bon. Non, c'est juste que t'avais dû mettre la main devant le micro, je pense. Moi, il y a le gros problème que j'ai avec Mbappé, c'est pas qu'il soit individualiste ou qu'il court pas quand il a pas le ballon. Enfin, pour moi, tout ça, des joueurs individualistes, il y en a toujours eu. Des joueurs offensifs qui font pas d'efforts, il y en a de plus en plus. Et je pense que tu peux toujours modeler ça dans une animation, enfin dans une structure collective. Je vois pas ça comme des trucs rédhibitoires. Mais moi, ce que je trouve, par contre, rédhibitoire avec Mbappé, c'est que j'ai le sentiment, peut-être que c'est un sentiment qui est erroné par rapport à la réalité. Mais moi, j'ai le sentiment, en fait, que Mbappé, tu sais jamais où il va jouer. C'est-à-dire que, tu vois, Cristiano, je vais prendre l'exemple de Cristiano. Quand il est au Real, ses zones, elles étaient clairement définies. Il a eu sa période où il a été ailier, où tu savais que ailier, il allait repiquer dans l'axe, qu'il allait finir beaucoup d'actions dans la surface. Tu as eu après, quand il s'est vraiment mis en numéro 9, là il y avait très peu de doutes parce que il squattait la surface et il se désintéressait quasiment totalement du mouvement du ballon en dehors de la surface. Mbappé, tu as l'impression qu'il est lunatique. Un coup, il va vouloir se prendre pour un ailier, un coup, il va vouloir occuper l'axe, un coup, il va vouloir dézoner. En fait, tu vois pas une saison, c'est long. Tu as 50, 60 matchs, mais tu as l'impression que tu peux même pas savoir combien de fois il va vouloir changer ses zones préférentielles dans une saison. Mais tu peux pas construire une équipe autour d'un joueur comme ça qui est lunatique, qui est changeant. Il faut que tu puisses construire des automatismes et de la complémentarité, de la complicité dans ton 11 de départ. Et comment tu fais si ta star offensive, quel que soit le nombre de buts qu'il marque, un coup, il veut occuper l'axe, un coup, il veut venir chercher des ballons sur les côtés, un coup, il veut venir dans le cœur du jeu. C'est pas possible. Et on parlait de la contre-performance de Vinicius depuis 1 an et demi, mais comment Vinicius il trouve sa place aussi dans cet environnement où il peut même pas se fixer par rapport à Mbappé, parce que Mbappé je trouve, n'a pas le même comportement, n'a pas les mêmes déplacements et n'occupe pas les mêmes zones. Comment Vinicius il peut se dire attends, en fait moi maintenant c'est clair, je vais manger la ligne à gauche et je vais venir chercher de la complicité dans l'axe avec Mbappé. Il peut même pas. Parce qu'il y a peut-être la semaine d'après, Mbappé il va vouloir venir aller chercher les ballons côté gauche parce qu'il se sent de venir chercher côté gauche pour repiquer sur son pied droit.
Pour moi, c'est ça le plus gros problème de Mbappé. C'est même C'est pas une qu'il question est de illisible. Il est illisible dans un collectif. Ouais, Et, c'est même pas, tu vois, comme tu le dis, pour un collectif. Genre, c'est même et- pas illisible pour l'adversaire. non, C'est ouais, pour un collectif. En fait, l'idéal pour Mbappé, moi je pense, c'est d'être dans une équipe où t'as 10 soldats, un mec qui va le C'est régaler ça. et lui. C'est ça. En fait, c'est ça C'est ça. le Moi, type d'équipe qu'il lui faut. t'arrives à cette conclusion où tu te dis, en fait, ton équipe, elle doit avoir qu'un seul offensif et c'est Mbappé. Limite, ouais, clairement. Je dis, mais comment, tu vois, même un joueur, et je suis pas un fan, enfin, je suis pas un fan, mais c'est un très bon joueur. Tu vois, Bellingham aujourd'hui, enfin, il y a quand même un décalage aussi entre Bellingham, la saison qu'il fait il y a 2 ans, et la saison qu'il fait l'an dernier, et le début de saison qu'il fait aujourd'hui. Parce que moi, ma vision du foot, elle est simple. Pour moi, ma vision du foot et d'une équipe de foot, c'est uniquement une occupation de zone et de complémentarité entre les 11 joueurs, qui va jouer dans telle zone, quand, etc., etc. Et pour moi, cette problématique-là, quand tu as Mbappé dans ton équipe, elle est terrible parce que tu ne sais pas quelle zone il va occuper. Et derrière, ben, ça conditionne tous tes coéquipiers. Tu vois, un Bellingham, il y a 2 ans, c'était un joueur de projection de surface hors norme. Vinicius, il rentrait constamment, il venait spammer en partant de la gauche, il venait spammer la finition dans la surface. Et en fait, ces deux joueurs-là, qui étaient les deux meilleurs joueurs du Real il y a 2 ans, ils peuvent plus jouer comme ils jouaient il y a 2 ans, mais ils peuvent pas vraiment s'adapter non plus parce que le mode de fonctionnement devant est pas clair. Et pour moi, c'est collectivement la plus grosse Ah, je suis problématique d'accord avec toi. du Real aujourd'hui. Ouais, et tout, enfin, sans parler du fait que ce genre de parti pris, qui est pas un parti pris, hein, ce refus de faire un parti, de choisir entre tout ça au niveau individuel et toutes tes individualités offensives, ça t'oblige aussi à être dans une position de sans ballon qui fait que t'es toujours en proie à n'importe quelle équipe. Il y a n'importe quelle équipe cette année qui sait à peu près enchaîner 3-4 passes a été en mesure de mettre en difficulté le Real, peu importe que ça soit à domicile, à l'extérieur. Le match face au Celta Vigo, je sais pas si tu l'as vu, mais le match face au Celta Vigo, il est extraordinaire. Enfin, extraordinaire dans le sens, enfin, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Bon, après, grand respect au Celta Vigo, hein, volonté de sortir les ballons, Borja devant, il fait un match en pivot super. Non, mais sur le Celta Vigo, j'ai rien à dire. Très bien, très bien. Et tu regardes le match. Oh, le Celta Vigo, ils sortent des ballons en marchant. En marchant, ils sortaient les ballons. Moi, je veux bien qu'ils aient des préceptes de jeu, qu'ils aient cette volonté de ressortir. Mais comment, en Liga au plus haut niveau professionnel, une équipe, elle peut sortir des ballons en marchant? Ils faisaient 3 passes. Toute la première mi-temps, en 3 passes, ils arrivaient à 30 mètres des buts du Real. Et il n'y avait pas une prouesse technique. Il n'y avait pas un changement de rythme. Il n'y avait pas une élimination. Ils faisaient 3 passes. Ils étaient à 30 mètres des buts du Real. C'est pas normal. Et j'en parle souvent avec mon ami Malik, qui est le premier à me le dire. Il me dit, mais tu mets le Real et le Barça, et je pense encore plus, enfin, les deux. Hein. Tu mets les deux équipes en première ligue, c'est pas un poncif. Hein. Et elles se font exploser. Parce que quand tu vois ce que le Celta ils font en marchant au Bernabéu face au Real, mais ils vont faire quoi face à Crystal Palace? Ils vont faire quoi face à Newcastle? Ils se font éclater. Genre, ces deux équipes, j'étais au Barça, hein, mais ces deux équipes, tu les mets en première ligue, je pense elles font pas top 6. Parce que ils ont de très, très gros problèmes. Déjà, si je compare à la première ligue, sur le plan athlétique, bon, il y a une galaxie d'écart. Mais le comportement de ces équipes à la perte du ballon, c'est une catastrophe. Moi, le match du dimanche face au Celta Vigo, j'étais choqué devant. Je dis, mais c'est pas possible. Pendant 90 minutes, les mecs ont sorti des ballons en marchant et en arrivant. Et encore, j'ai envie de te dire, le Real, ils ont presque de la chance sur le match parce que la façon dont le Celta Vigo, ils ont joué les transitions, c'était catastrophique. Et le nombre de fois où en plus, ils ont même pas eu le vice d'aller chercher des cartons rouges ou des pénaltys sur des interventions
plus que limite du Real, je me dis, mais le match, il peut très vite encore plus mal tourner que ce qu'il a déjà tourné, quoi. Donc, Mais donc ouais, et tu vois, il y a Virgile dans le chat qui dit un truc très intéressant. Comment Xabi peut construire quoi que ce soit avec des joueurs qui mettent cette intensité-là? Non, ouais, mais après Xabi, moi, tu vois, j'avoue que après, je sais pas dans quelle mesure c'est possible de faire ça au Real. Mais c'est un exemple que je donnais l'autre fois en stream, c'est que au grand FC Barcelone, quand Pep Guardiola arrive, il impose ses conditions au niveau des joueurs qui doivent pas rester. Et c'est des joueurs qui sont des légendes et ça a été très très dur à faire accepter. Pour moi, Xabi, il doit aussi normalement quand il arrive dire, bah moi dans mon projet, je peux pas jouer avec lui, ça va être compliqué, lui, enfin. Et peut-être que ça aurait pas fonctionné, peut-être que Pérez aurait dit mais jamais de la vie, tu vois, lui je le vends pas, lui il reste, tout ce que tu veux, mais est-ce qu'il y a eu ça aussi de la part de Xabi, une volonté d'imposer des choix forts pour pouvoir être sûr de pouvoir appliquer ce qu'il peut appliquer, parce que est-ce que c'est pas un peu facile de dire ouais mais regarde Xabi il peut rien faire avec tout ça, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'il avait pas aussi cette fermeté à avoir? Ah si, ben j'en parlais, je crois, il y a quelques jours de Xabi. Pour moi, le problème, enfin, déjà, je pense que ce Real-là, comment dire, je pense que la capacité de cette équipe à pouvoir espérer des top résultats, pour moi, elle est très faible parce que, comme je le disais sur les précédents podcasts, et comme je le répète, pour moi, c'est un effectif qui est bancal. Et même si ça va faire encore perdre des cheveux à Thibaut, pour moi, un club du standing du Real, il peut pas avoir aussi peu de talent dans son effectif. Je dis pas que les joueurs sont nuls, mais je dis que pour moi, hein, le Real Madrid ne peut pas avoir aussi peu de top joueurs dans son équipe. Et quand je dis top joueurs, c'est vraiment voilà des joueurs au talent. Le Real et le Barça doivent avoir les meilleurs joueurs du monde individuellement. Moi, c'est ma posture et pour moi, ils les ont pas. Enfin, le Barça en a quelques-uns, mais ils ont un effectif tellement déséquilibré en talent que c'est pas non plus la panacée. Et le Real, pour moi, a un effectif à l'échelle du Real qui est moyennasse. Voilà, t'as quelques top joueurs, mais c'est pas flamboyant. Et en plus, les quelques top joueurs que t'as, ils présentent aussi, tu vois, des problématiques, comme on l'a dit avec Mbappé. Mais quand tu arrives dans cette situation-là, moi, je te rejoins totalement. Tu dois être en capacité d'exiger quelque chose. Alors, il y a deux options. Soit il a rien exigé parce qu'il estimait pouvoir tirer ce qui est possible. Il estimait pouvoir tirer quelque chose de l'effectif. Bon, ça, je trouverais ça plutôt inquiétant. Soit il a rien exigé parce que il s'est dit bon ben de toute façon le Real ça se représentera peut-être pas deux fois, j'y vais et de toute façon on verra ce qui se passe. Pour moi il y a ces deux options là. Je sais pas laquelle est la plus inquiétante des deux, mais c'est comme ça que je vois les choses. Mais tu vois, tu peux pas passer d'une équipe comme les Leverkusen. Je suis pas un expert de Leverkusen, mais tu vois juste déjà la construction de l'équipe de Leverkusen. Ça devient des poncifs des podcasts, mais moi, comme je te le dis à chaque fois, tu peux pas comparer comment joue Arsenal et comment joue le Barça et comment jouerait le Real, parce que tu as une quantité de talent qui est équivalente. C'est-à-dire quand tu prends les Leverkusen, bon, tu avais Wirtz, mais bon, Wirtz c'était un élément central. C'était le plus gros talent, mais c'était un élément central qui, on va dire, ne pouvait pas non plus nuire à la structure collective de l'équipe et on va dire au mouvement du ballon. Mais quand tu as une équipe comme Arsenal, ou même si Saka est le meilleur offensif de l'équipe, Saka ne pompe pas tout le jeu de son équipe. Mais quand tu arrives au Barça, que tu as Yamal et que tu arrives au Real, où tu as Mbappé et Vinicius, tu pourras jamais construire le même genre d'équipe que tu as eu avant. Donc soit tu prends le pas de dire ok, j'ai ces joueurs-là et j'essaye de mettre quelque chose en place qui vont permettre à ces joueurs d'être les meilleurs. Soit je me sépare des joueurs que je ne peux pas intégrer dans mon plan de jeu
dans ma vision globale et je fais avec d'autres joueurs. Mais quand tu regardes le Real, est-ce que tu as le sentiment qu'il est tranché pour l'un ou l'autre? Moi, j'ai toujours l'impression qu'on en revient à cette espèce d'entre-deux. D'entre-deux, ouais. Où, de toute façon, le Real, tu peux mettre Xabi Alonso sur le banc, ou moi, ou toi, Yous, ils seront toujours dans les 2 premiers de Liga. Et ils passeront toujours les poules de Ligue des Champions. Et tu sais que c'est quoi le plus drôle? Vas-y, finis. Non, je finis. Parce que, non, pour compléter ce que tu dis, c'est que peu importe qui les entraînera, ils seront dans les 2 premiers de Liga, ils passeront les poules de Ligue des Champions, et ils peuvent même aller loin en Ligue des Champions, en vrai. Parce que c'est ça la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça se trouve, j'en parlais, je crois, hier. Hein. Je sais plus à qui j'en parlais hier sur Twitter. Je disais, mais Barça-Real, l'équipe qui a le plus de chances d'aller loin en Ligue des Champions, c'est le Real. Et pourtant, moi, je mets pas 1 euro. Enfin, s'il n'y a pas de grosses blessures côté Barça, je mets pas 1 euro sur les chances du Real de gagner la Liga cette saison. Mais par contre, sur un format Ligue des Champions, et on l'a vu plus ou moins hier. Tu vois, bon, après, c'est un match de poule, City jouait en claquette, etc., etc. Mais tu vois très bien que, voilà, sur des moments, on va dire, un peu dissociés des dynamiques, du contexte et tout, le Real peut hausser son niveau de jeu. Et hier, tu vois, sur la première mi-temps. Ouais, franchement, elle est mal payée, cette première mi-temps. Voilà, elle est mal payée. Ils sont pour moi au-dessus de City. Et pourquoi? Parce qu'ils ont mis des ingrédients, tu vois, sur la première mi-temps avec énormément d'intensité, énormément de mouvements. Voilà, sur un match, sur 2 matchs, avec les talents que tu as au Real, même si pour moi ils sont insuffisants pour un club de ce standing, sur 90, 180 minutes, tu peux faire quelque chose. Parce que tu vois, tu as des joueurs quand même. Moi, aujourd'hui, c'est devenu mon point le plus important. Je trouve que athlétiquement, sur 90, 180 minutes, tu as le pouvoir de faire des diffs. Parce que voilà, tu as Mbappé, tu as Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, ta défense, si elle est au complet, tu as 3 dragsters sur 4 parce que voilà, des joueurs comme Rudiger, Militao, et Carreras, c'est des joueurs physiquement très très forts, athlétiquement très forts. Donc tu vois, sur des formats courts, 90, 180 minutes, où c'est pas le projet de jeu qui triomphe, c'est l'intensité et la réussite dans les 2 surfaces, le Real peut faire quelque chose. Mais au-delà de ça, on en revient à ce que je disais il y a 15 minutes. La Ligue des Champions, les formats courts, irrationnels et aléatoires, c'est ce qui a amené le Real dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils n'ont jamais travaillé l'effectif, ils n'ont jamais travaillé un projet de jeu. Ils ont gagné, ils ont raison. Et donc là, ils payent l'addition, ils la payent très cher l'addition. Et encore, ils ont de la chance de jouer sur le plan national, d'avoir pour rival un club qui est au bord de la faillite financière. Parce que tu t'imagines un Barça, ce Barça-là, tu vois déjà qui est au-dessus du Real, en ayant des blessures, une incapacité de pouvoir recruter. Mais qu'est-ce que ce serait si ce Barça-là, ils avaient 3 ou 4 joueurs en plus? Tu vas jamais les chercher. Là, ils ont un rival qui a amoindri et ils peuvent éventuellement espérer un destin à l'échelle nationale. Mais c'est beaucoup trop insuffisant. Non, mais c'est vrai que c'est marrant que on en parle pas beaucoup de ce côté-là où t'as un rival, enfin si, parce que là on en parle, mais je trouve qu'on n'insiste pas énormément dessus. C'est que le Real a eu comme concurrent principal ces dernières années un Barça qui est sous austérité du FMI. T'as Dominique Strauss-Kahn, il est venu, il a dit, bon peut-être pas lui, ça c'est peut-être lui qui a donné des conseils vacances à Rojo, peut-être du coup ça viendrait peut-être de là, mais ouais, le Real a cette chance-là entre guillemets où c'est un peu aussi le poison, tu vois, c'est un peu l'antidote et le poison en même temps, c'est que ça te donne la chance de pouvoir être toujours là sportivement, mais ça te complaît dans ta médiocrité en termes de planification sportive et tout ce qui va avec. Il y a un frérot l'autre fois dans la médiocrité. À ce sujet, il y a un frérot qui disait l'autre fois dans mon chat que les ligues des champions, un madrilène, oui Thibaut, il y en a d'autres, il n'y a pas que toi. Je rigole. Qui disait que les ligues des champions 2022 et 2024 c'était ce qui était arrivé de pire au Real ces dernières années.
Après, je trouve que ça pousse un débat un peu plus philosophique. Exactement. Est-ce que tu peux dire qu'une équipe parce qu'au final, ils gagnent les 2 Ligues des Champions, tu vois. S'ils en gagnent pas pendant 10 ans après, est-ce que c'est si dramatique, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours, est-ce que, tu vois, faut pas revenir un peu les pieds sur terre et se dire que, peu importe à quel point ils sont mal gérés, sur les 3 dernières années, ils ont pris 2 Ligues des Champions. Je dis pas bravo à eux, mais je dis, au final, pourquoi on joue, pourquoi on court en fait quand t'es un club, quand t'es un supporter, c'est pour ça que tu vis. Donc au final, est-ce que dire c'est ce qui est arrivé de pire, c'est pas un peu trop fort? Maintenant, oui, le problème de gagner, c'est de pas remettre en question. C'est exactement. Ouais. Il y a pas de, je pense qu'il y a pas de bonne réponse à cette problématique. Mais le fait est que cette problématique, elle est réelle parce que, on va dire, sans faire le philosophe, la victoire est le plus beau des mensonges. Donc, quand tu gagnes 2 Ligues des Champions, tu te dis pas que voilà, faut changer les choses. Et puis, même quand tu les gagnes, on n'a pas recruté un 6, je vais pas célébrer. 10 mois après, on a pas eu ce 6 au mercato, je célébrerai. mais pourtant, tu le sais que ton équipe, elle est entre guillemets limitée. Mais tu gagnes la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu peux, c'est compliqué. C'est très dur. Hein. Donc, les pauvres. Mais tu vois, ce qui est terrible. Soutien. Mais tu vois, ce qui est terrible, c'est que tu vois ce Barça-là, ils prennent 2 Ligas sur les 3 dernières saisons. Ouais. C'est pas normal. C'est une anomalie. Oui, c'est une anomalie qu'une équipe, dans une situation dans laquelle le Barça est, et en plus, ça, c'est même pas une saison de moins bien, le Barça, c'est que c'est structurel depuis, ça fait quoi? Ça fait 5 ans. Ça fait 5-6 ans que les mecs sont au fond du trou, économiquement, et qu'ils sont obligés de survivre. C'est de la survie, le Barça, depuis 5-6 ans. Et malgré tout, ils arrivent à arracher des Ligas, et comment? T'as les deux côtés. Ok, tu gagnes des champions, mais à côté, c'est la honte de te dire que y a un club qui arrive même pas à payer les salaires de ses joueurs, qui arrive encore à arracher des Ligas, à arracher des Coupes du Roi. Mais c'est pas. Si tu veux un peu hausser le curseur de l'exigence, comme le dit Sad Hill sur le chat, même pas dans leur stade, quoi. Ils vont gagner des Ligas à Montjuic. C'est ridicule. Tu peux pas non plus. Même si tu as ces Ligues des Champions, tu peux pas fermer les yeux sur le fait que c'est la honte à l'échelle nationale ce que fait le Real, même les dernières saisons où c'était un peu plus glorieux, quoi. Mais j'ai pas compris parce que j'ai vu les images du Barça qui a rejoué dans le Camp Nou, au Camp Nou pardon, ces dernières semaines, parce que ça fait quoi, ça fait 2 ans maintenant qu'ils y jouaient plus. Ils ont fait quoi comme travaux en fait? J'ai vu les grues. J'ai vu les grues, mais j'ai pas vu. Là, je pense qu'on a encore 4 ans de travaux. Hein, ah, parce que ça finisse. Ils ont peut-être juste installé les grues, je sais pas. Ouais, le toit, il est même pas. Enfin, ils font pas un stade couvert, mais ils ont un gros. Wow. Ils doivent avoir un superbe dôme. Hein. Un superbe dôme. Peut-être que c'est pour ça qu'Araujo. Peut-être pour ça qu'Araujo est en voyage en ce moment. Peut-être pour l'ingénierie du dôme. Mais non, ouais. De toute façon, les virages, ils sont même pas ouverts. Enfin, c'est la cata. Hein. Déjà. J'ai revu les articles. Les travaux étaient censés être finis complètement l'an dernier. Donc, ils ont eu 1 an de retard et les travaux, je sais pas quand est-ce que ce stade-là va pouvoir ouvrir à 100%, quoi. Donc, c'est assez, mais bon, c'est encore l'un des dossiers très, très bien menés de notre ami Johan. Donc, pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a jamais besoin de s'inquiéter. Non. On s'inquiétera le jour où il deviendra maigre, Johan. Mais là, on a de la marge, je crois. Johan, si tu nous écoutes, n'hésite pas à marcher.
Le step. Ouais, ouais, les steps, ça peut, et peut-être pas, là, ça aidera peut-être pas la santé du Barça, mais Non, la ça non. tienne peut-être. Et bah après, c'est simple. Hein. Je crois qu'il y a un milieu du Barça qui a commencé les steps, mais en plein match. Il fait que marcher lui, et ça a pas forcément aidé le Non. le Barça à aller mieux. Mais Donc, bon, il a le brassard, donc. ouais, putain, en plus il est néerlandais. Peut-être que c'est utile, hein, je sais pas. Ouais, non, bon, c'est peut-être ça. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle le concernant de. Tout n'a pas été parfait, hein, mais tu vois on va dire le petit bonus qu'a apporté Eric Garcia à sa place sur les dernières semaines, c'est quand même à mourir de rire. Je crois pas, Hichem, je crois pas qu'il ait prolongé, mais contrairement à Eric qui a prolongé. Mais c'est assez. Moi, c'est peut-être le point qui m'a le plus sur les dernières semaines du Barça qui m'a le plus tapé à l'œil. C'est vraiment la plus-value qu'a apporté Eric Garcia dans le cœur du jeu à sa place. Après, à voir hein, si ça va durer, parce que Eric Garcia, c'est pas comment dire, c'est pas Pirlo, c'est pas Busquets. À voir si son niveau de performance va pouvoir s'établir dans le temps, mais en tout cas, sur les derniers matchs, je l'ai trouvé très très bon. Enfin, c'est pas qu'il est très très bon, c'est que moi, il joue comme doit jouer un joueur dans sa position. Et ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Mais ouais. Peter Louis qu'on salue, qui nous dit que c'était du blanchiment d'argent, cette rénovation du Camp Nou, et Karim nous dit qu'il y avait que des grues et des filets de sécurité bleus et rouges. Voilà, je peux apporter ma touche, je l'ai vu avant-hier. Et en plus, t'as dû marcher tout autour du stade, donc t'as bien vu tout ce qui s'y passait. Et puis si t'as pu marcher juste à côté, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de travaux. Hein. S'il n'y a pas de... si tu peux te mettre à 1 mètre des échafaudages, voilà, à mon avis, il se passe pas grand-chose. Johan Garcia, un vrai gardien. Ah, mais on était sur le Real, les gars. Ouais, je pense que le Real, on a bien... Mais de toute façon, après, tu disais, tu sais, quand on parlait de Zizou, tu disais que tu le vois pas, enfin, faire ça, pourquoi, etc. Mais objectivement, est-ce que, enfin, pour entraîner le Real de manière générale, parce que je me posais cette réflexion l'autre fois, il y a combien d'hommes sur Terre capables d'entraîner le Real, en fait? Tout sport confondu, au final. Je pense que tu peux même sortir du sport pour trouver quelqu'un au point où on en est. Hein. Ah non, mais... Parce que le métier, là, enfin, je pense que Xabi Alonso, ses flèches et son paperboard, il lui sert à rien en ce moment. Hein. Tu sais, il y a eu un mini débat, qu'est-ce qui est le plus dur entre coacher le Barça et coacher le Real. Moi, je suis partisan du Real. Je pense aussi, ouais. Je pense que c'est plus dur. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Oui. Parce que le Barça est dans une situation qui fait que tant que c'est pas catastrophique sportivement, de toute façon, ils ont pas les moyens de licencier le Barça. Donc, il faut vraiment un cas de force majeure pour faire un licenciement. Là où le Real, moi, j'en reviens à ça, hein, mais déjà, l'idéologie du Real fait que c'est compliqué. Parce que tu dois gagner, c'est tout. En fait, il n'y a pas de processus au Real. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué pour Xabi, c'est qu'il n'y a pas de processus. Si tu gagnes ou tu sors. Et à la rigueur, tu vois, j'ai même envie de te dire, c'est moins dur maintenant qu'il y a 20 ans. Parce que je sais pas si tu te rappelles, Capello, il a été viré, il a gagné la Liga. Ouais. Il a été viré parce que l'équipe jouait pas assez bien. Ouais. Donc à l'époque, il y avait ce pareil, truc. Hein. Ouais. À l'époque, tu devais gagner et tu devais marquer beaucoup. Aujourd'hui, tu gagnes, bon, tu dois gagner, mais bon, tu fermes un peu les yeux sur le style de jeu tant que il n'y a pas d'humiliation sportive. Encore que l'an dernier, il y en a eu, tu vois, mais au final, Carlo n'a pas sauté l'an dernier. Donc je pense quand même que c'est plus dur le Real aujourd'hui. Ouais, je pense que c'était encore plus dur avant. Mais c'est quand même très dur aujourd'hui parce que voilà, c'est un club qui ne raisonne pas comme les autres. Voilà, le moyen terme n'existe pas, le long terme encore moins.
tout est vu uniquement à travers le prisme des résultats. Et je pense que là aussi, tu vois, ce qui a changé par rapport à avant, ils ont gagné tellement de Ligue des Champions sur la dernière décennie que la Ligue des Champions, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent supporter des années blanches sur le plan européen. Là où, rappelle-toi, jusqu'à la décima, c'était le couperet était sur la tête de tous les entraîneurs, quoi. Il fallait absolument gagner la Ligue des Champions. Et si tu la gagnais pas, c'était quasiment impossible d'imaginer que tu restes en place. Mourinho est resté en place, mais parce que voilà, l'équipe était extraordinaire et que c'était tu pouvais pas non plus licencier Mourinho dans ces conditions-là. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est terrible, hein. C'est de te dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile de coacher le Real qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'était très très compliqué parce qu'il fallait gagner en Europe, il fallait essayer de gagner en Liga parce que tu as la rivalité avec le Barça, et en plus, il fallait marquer beaucoup de buts parce qu'il fallait donner du spectacle au Bernabéu, parce qu'il fallait que le Real soit la marque du plus grand club du monde, dans lequel il y a du spectacle, dans lequel il y a plein de buts. Qu'est-ce qui a marqué le glissement pour toi? Beaucoup plus... Moi, j'ai ma petite idée, mais... Ah non, mais en vrai, pour moi, c'est individualisé ou... Non, j'ai l'impression qu'en gros, la période, le Barça est la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde, la plus belle équipe du monde, Mourinho versus Pep, on est sale, on marche sur on marche dessus s'il faut, ils sortent pas du terrain s'ils ont pas du sang sur les genoux. J'ai l'impression que ça a un peu participé cette exigence qui a un peu baissé sur le jeu, alors que comme tu dis, on a connu une période où Capello il se fait virer parce que le Real joue pas bien. C'est impossible que ça arrive maintenant. Non, je te rejoins totalement. Et là, je vais dire quelque chose qui va faire péter un plomb à mon ami Thibaut. Hein. Et je pense que en fait, en complément de ce que tu viens de dire, je pense que tu vois ce qu'a fait Pep au Barça, les trois saisons de Pep au Barça. Et même, on va dire, si on continue un peu plus loin avec toute l'ère Messi, je pense que, ça va choquer, hein, mais je pense que tu vois, le Barça a établi des standards tellement hauts que tu te dis, bon, en fait, on n'arrivera jamais à reproduire ce qu'ils ont pu produire à cette époque. Donc, allons gagner, allons chercher les titres. Si on peut y ajouter du beau jeu, si on peut y ajouter la manière, tant mieux. Mais de toute façon, il y a des choses qui ont été faites qu'on pourra jamais faire, qu'on pourra jamais reproduire. Et en plus, quand tu vas plus loin, tu vois, Youss, on a le même âge. Combien de beaux réals on a vu, tu vois? On n'en a pas, tu vois, des réals où tu te dis, ouais, bon, celui-là, dans 15 ans, je m'en souviendrai encore. Voilà, tu vois, c'est ça qui est paradoxal, c'est que le Real, malgré cette culture d'avoir voulu être la plus belle équipe du monde avec le spectacle, les buts, etc., au final, le nombre d'équipes vraiment séduisantes en termes de jeu, en termes de spectacle, le nombre sur les 20 dernières années, il est famélique. Il est famélique. Parce qu'il y a eu aussi, en amont de la période dont tu parles, il y a eu cette obsession de la Ligue des Champions, qui a été un drame terrible pour eux, aller chercher la décima. Avant qu'il y en ait 20 maintenant depuis. C'est ça. Il fallait aller chercher la décima. Donc voilà, à un moment donné, la manière, tu t'en tapes. Hein. Il faut aller chercher cette décima-là. Et derrière, ça a eu l'effet avalanche parce qu'ils ont gagné 58. Donc cette lubie pour le beau jeu, quand tu gagnes autant de titres, quand tu vins un peu tes démons, forcément, ça passe au second plan. Et là, vu que je suis né à quelques kilomètres du Camp Nou, j'en arrive au point idéologique. C'est que le Barça, ce qu'ils ont fait avec Pep, je n'inclurai pas 2015 parce que même si 2015 était une équipe fun, c'est pas comparable avec ce qui s'est passé sous l'ère Pep. Mais tu vois, ce qu'a fait le Barça, le Real pourra jamais y prétendre. Parce que le Real pourra d'une part jamais atteindre la qualité de jeu qu'a eu le Barça de 2008 à 2012, déjà de base. Et en plus, ils pourront jamais le faire avec des joueurs du centre de formation. Parce que le Real ne forme pas de joueurs. Enfin, s'ils ne forment pas de joueurs, on peut le dire. Il suffit qu'ils citent les joueurs sur le chat, on verra la gueule des joueurs qu'a sorti le Real pour s'en convaincre.
Mais le Real ne sort pas de joueurs et ils n'auront jamais cette qualité de jeu-là. Donc, tu vois, même sur l'histoire et sur l'idéologie, le Real ne peut pas lutter. Donc, ce qu'il leur reste, c'est aller gagner le maximum de trophées. Et la manière, aujourd'hui, ça passe au second rang. Et en plus, tu vois, dans un foot qui est devenu encore plus sur ce foot qui est devenu encore plus court-termiste, beaucoup plus encore plus obsédé par les résultats, c'est quelque chose qu'ils pourront jamais en plus mettre en place. Quand tu vois, ils ont déjà du mal à inclure des jeunes joueurs qui viennent d'ailleurs. Je leur imagine mettre en place un vrai projet de formation avec une vraie incorporation des talents qu'ils auraient éventuellement formés. C'est illusoire. Non, ouais, mais du coup, ça fait plaisir de voir que toutes ces histoires de supporterisme, conneries, tout ce que tu veux. Non, tu sais, Yous, moi, je suis pas un supporter, je suis un identitaire. Ah, oui, bah ça, je savais, t'inquiète, ça, j'avais remarqué. Hein, moi, je suis, voilà, tu vois. Après, pas se cacher, le hasard a fait que j'ai grandi à un endroit où le club professionnel le plus proche de chez moi, c'est le Barça. Ouais. Donc voilà. T'as pas choisi, quoi. Mais non, j'ai pas choisi. Mais moi, je suis partisan. Déjà, le football est un domaine dans lequel je suis particulièrement identitaire. Ouais. Parce que je trouve que c'est important. Tu vois, on en parlait, je crois, il y a 2 semaines. Je sais pas s'il y a 2 ou 3 semaines, on parlait de Vaz. Et encore, Vaz n'est même pas un vrai joueur du centre de formation de Marseille. Non, ouais. Il est de région parisienne. Ouais. Et pourquoi Vaz il a eu un écho aussi important auprès des supporters? Parce que les supporters se reconnaissent en lui. Et se disent, si j'avais été footballeur, peut-être que j'aurais essayé de jouer comme Vaz joue. Et ce que fait le Barça, c'est quelque chose pour moi. Et même Bilbao, tu vois. Bilbao, ils vont encore plus loin. Mais moi, c'est des choses que je trouve appréciables et souhaitables. Et c'est sûr que c'est anachronique. Que dans le foot ou également sur d'autres sujets, tu as envie d'étendre ça, cette préférence régionale, voire nationale Non, c'est pas obligé de répondre, t'inquiète, il n'y a pas de piège. Ouais, je saisirai pas la perche que tu tends. Non, bah tant mieux, t'as raison. C'est fini le Pepsi Max. Eh ben, c'est Ricky Madjer. C'est Ricky Madjer qui sera content s'il est là. Parce que des fois, je sais qu'il aime bien être là, tapis dans l'ombre, mais il parle pas trop. Et ou s'il regarde en replay ou autre. Mais ouais. Non, mais c'est beau, putain. Mais pour répondre à Karim, non, j'aime pas l'équipe de France. Mais j'aime pas l'équipe de France parce que. Ah, oui, je sais pourquoi. Non, je sais. Mais genre, tu vois, même l'équipe de. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, mon supporterisme de l'équipe de France, c'est ma xénophobie. C'est-à-dire que je déteste encore plus les autres équipes que l'équipe de France. Oui, voilà, c'est ça qui souvent me ramène à supporter l'équipe de France. Mais l'équipe de France ne m'évoque rien. Parce que je me reconnais pas. Tu vois, même 2018, après, bon voilà, j'étais content parce que ma xénophobie fait que, voilà. Mais je me reconnais pas en Griezmann, je me reconnais. Ben déjà, les 3/4 de l'équipe, ou même plus, c'est région parisienne. Déjà, pour moi, je fais pas partie du même pays que la région parisienne. Et je pense que n'importe quelle personne qui a grandi dans le sud et sur le pourtour méditerranéen, à aucun moment tu peux t'identifier à des mecs de région parisienne, déjà de base. Et même ça, tu vois, Thomas Flacco, il en rigole, mais à quel moment je vais m'identifier à Hugo Lloris? À quel moment je vais m'identifier à Antoine Griezmann? Tu vois, même des blancs, parce que c'est ça le sujet. Oui, bah, et même les blancs, tu vois, je vais pas m'identifier à ces mecs-là, tu vois. Donc déjà, il n'y a pas de reconnaissance, d'identification. Et après, au-delà de ça, c'est pas forcément bloquant. Mais même,
tu vois, humainement parlant, c'est pas des mecs que j'apprécie, tu vois. Parce que on parle d'identification, mais 98, je vais pas m'identifier au joueur de l'équipe de France non plus. Hein. Enfin, j'ai pas d'identification à faire avec les joueurs de. Ouais, j'ai pas de rapport avec Didier Deschamps, Zidane ou De Sailly. Ouais. Mais ou Guivard, tu vois, même Guivard, j'ai pas d'identification non plus. Mais déjà, il y a le rapport d'âge qui fait que forcément, ben, tu les vois avec des yeux amoureux parce que ils ont 20 ans de plus que toi, c'est des superstars et les mecs avaient l'air foncièrement gentils, ce qui est pas forcément le cas en vérité. Mais quand tu arrives à notre âge, où les joueurs, ils ont soit notre âge, soit plus jeunes, ben déjà, tu peux pas les voir avec les mêmes yeux qu'à 8 ans. Ah, bah ça, et non. si en plus, au-delà de ça, il n'y a même pas d'identification, voilà, Mais même, de toute façon, l'équipe, elle joue même pas bien. En plus, l'équipe ne joue pas bien, donc t'as rien à gratter. J'ai 2 informations incroyables à donner. 3. Alors, la première, c'est vrai que dans tous les joueurs que tu as cités, t'as pas cité Lucas Chevalier. Merci MZ10 de me le dire. Donc, tu te reconnais en Lucas Chevalier, ça fait plaisir à entendre. Il y a une deuxième information qui est dingue, c'est que Thibaut va voir l'OGC Nice jouer. Donc, ça veut dire que là, ça, c'est dingue. Vous avez quelques mètres qui vous séparent potentiellement. C'est non, mais je pense qu'il va devant la télé. Non, mais je pense qu'il va devant la télé. Je sais pas. C'est à quelle heure, Nice? C'est à 19h? Je sais même pas à quelle heure c'est, mais on va. Ah, non, ouais, mais télé. non, mais ça vous fait un lien quand même. On va trouver quelque chose. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Et t'aurais pu me dire, Thibaut, tout à l'heure, on se posait la question de s'il faisait nuit, à quelle heure à La Rochelle il faisait nuit. T'aurais pu nous répondre, ça tombe bien. C'est incroyable, ça. On parlait de La Rochelle, c'est fou. Ouais, c'est fou. Et la dernière info, c'est que le foot est mort et on va bientôt assister à son enterrement. Je viens de voir une photo des prix des places pour Argentine-Algérie à la Coupe du Monde 2026 chez Donald Trump. La tribune économique, hein, donc les places les moins chères, c'est $265 la place. C'est bien. Voilà. C'est sport populaire, hein, c'est bien. De toute façon, Youss, on pourra pas y aller. Apparemment, on doit donner nos archives réseaux sociaux. Donc, ouais, je pense que ça va être compliqué. on passera pas l'immigration, je crois. Donc, Comme quoi. Mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, l'entertainment américain, ça fait plaisir. Hein. Ils savent mettre en valeur le sport. Donc, c'est le prix à payer. Hein. Mais ouais. Non, mais ce sujet de l'identification, c'est un sujet qui peut être intéressant si on le creuse. On va arriver à l'approche on aura une compétition continentale dans 10 jours à Cannes. Et bientôt la Coupe du Monde, on a la Coupe du Monde. Toi, tu supportes qui à la Cannes? T'as une équipe, t'as des chouchous, toi? Oui, j'ai une équipe, mais je crois qu'elle n'est pas beaucoup représentée sur le chat. mais je ne la dévoilerai pas. Ah, ok. Ouais. Je crois savoir pourquoi. Est-ce que ça a un rapport avec la taille de ces défenseurs centraux? Ah, non, c'est la nation. C'est la nation de mes meilleurs amis, donc. Ah, ok, je crois savoir. J'avais un petit doute. Ouais, mais si, il est représenté cette nationalité. Détrompe-toi. Il n'y a pas de fitna ici. Ah oui, non, mais là, il y avait plus mon ami Ayoub sur le chat, donc c'est. Ah non, mais ouais, il y en a d'autres qui ont pris le relais. Ouais. Mais sinon, non, je sais pas. Non, j'ai pas une équipe là. Je pense que c'est une compétition que je suis rarement, honnêtement. Mais là, je me dis qu'au Maroc, ça peut peut-être être. Ils ont construit les stades et tout. Je pense que ça peut être sympa. Ah, des belles pelouses. Ouais, donc je me dis pourquoi pas. Mais après, j'ai pas trop d'équipes. Je connais pas assez aussi, hein, faut être honnête. Je connais pas. Tu sais, j'ai pas le truc de me dire ouais, j'ai envie de regarder cette équipe parce que j'ai une curiosité, tu vois. J'ai pas assez de connaissances et de suivi pour avoir justement une curiosité. Mais c'est ça la canne, c'est que ça se découvre, tu vois. Tu y vas. Non, mais c'est ça, tu y vas, Non, c'est vrai. Ouais. Donc, écoute,
On verra bien comment ça se Toi, passera. t'as un pronostic? C'est dur de pas donner le Sénégal, quoi. Oui. C'est très dur. Ah oui, pour toi, c'est le gros favori? Le Maroc est favori, incontestablement, mais j'ai peur que toute la pression qu'il peut y avoir autour de cette CAN desserve le Maroc. J'ai peur de ça. J'y crois pas du tout. Ouais. J'y crois pas du tout non plus. Mais après, c'est vrai, je connais pas l'état de forme du Sénégal, donc qui est un peu devenu, qui est la grosse équipe africaine des 3-4 dernières années. Ouais, et puis là, ils sont arrivés à un point où ils sont, ils ont tous les postes sont doublés, triplés, ils ont des cracks partout. C'est qui le sélectionneur? Alors, j'ai pas son nom en tête, il a remplacé Aliou Cissé il y a quelques mois, mais apparemment c'est pas mal ce qui se passe avec le monsieur. Okay. S'il y en a sur le chat qui savent qui est le sélectionneur, tu sais, c'est un Sénégalais ou un... Oui, c'est un Sénégalais. Okay. C'est un Sénégalais. Il y aura pas Igaman pour le Maroc, c'est vrai que ça peut leur faire mal pour le coup. Ça sera sûrement El Kaabi qui Hakimi sera aussi, hein. Ouais. Hakimi, il a été appelé, je crois. C'est juste il y aura un doute jusqu'à la fin. Il n'a pas été appelé du tout? Non, Igaman est forfait, ouais. Ah, il a pas pris? Que j'ai vu là tout à l'heure qu'il était out que 2-3 semaines. Ah ouais, il a pas pris. Ouais. Ouais, c'est dur. Voilà. En plus, ils ont personne devant. Il est réserviste. Ah, il est réserviste. Okay. Je sais pas s'il parle de Igaman ou de Hakimi. Mais apparemment, il va être... Igaman, on suivra. Parce qu'ils ont personne devant. Le Maroc, j'y crois pas parce que là, t'as la pression du local. C'est horrible. Ouais, je pense que peut-être la CAN, ça va être la pire compétition, je pense, pour être niveau pression quand t'es organisateur. Puis t'as le truc. Je redis la même chose si c'est un autre joueur, hein, mais tu sais, le contexte Hakimi, pour moi, c'est des trucs qui te pourrissent une campagne. Tu sais, quand t'as ton top joueur qui est blessé, que tu vas attendre, espérer qu'il revienne, qu'il soit en forme, tu sais, tu vas jamais. Pour moi, c'est toujours plus sain. Après, tu peux pas le faire avec Hakimi parce que c'est le meilleur joueur du Maroc, mais c'est toujours plus sain, d'une certaine façon, de te dire qu'il est out. Parce que tu construis quelque chose de nouveau, on comprend, hein, mais tu fabriques quelque chose de nouveau et t'as pas ce truc au-dessus de la tête de te dire ouais, peut-être que dans une semaine il revient, machin, etc. Donc ça, je trouve que c'est toujours des situations super dures à gérer pour des sélections. Et après, il y a quand même comment il s'appelle, Regragui, il donne quand même. Je dirais pas sur le contenu parce que ça je vois pas les matchs depuis la Coupe du Monde, je l'ai pas vu. À part si non, j'avais vu leur match à la CAN, à la dernière CAN, je les avais regardés. Mais moi ce qui m'inquiète beaucoup le concernant, c'est sa communication, tu vois. Tu sais, le parallèle il a été assez simple à faire et beaucoup l'ont fait, hein, mais le parallèle avec Belmadi, quoi. De coachs qui ont eu des top résultats et qui donne un peu le sentiment de perdre les pédales et de rentrer dans une confrontation constante avec la critique, avec les médias et ça, je trouve que c'est pas quelque chose de sain. T'apportes pas l'énergie qu'il faut peut-être. Ouais. Et après, peut-être que ça leur causera pas tort, mais en plus, ce que j'ai vu, c'est que ils ont gagné quasiment tous leurs matchs, je crois. Ils ont sur une série d'invincibilité super longue. Donc, tu vois, ils ont même pas eu, on va dire, les contre-perfs en résultat qui t'amènent à éventuellement réfléchir à autre chose. Et quand tu as des résultats corrects avec un contenu dégueulasse, je te dis toujours qu'à un moment donné, tu vas passer à la caisse. C'est un peu ce qui est, sans faire le parallèle avec le Real. Et tu vois, à un moment donné, tu passes à la caisse. Et j'ai un peu peur que c'est ce qui leur arrive, quoi. Ouais. Bah écoute, on suivra ça ensemble, hein. Je compte sur toi. Avec plaisir. Je compte sur toi. Avec plaisir. Mais ouais, bah écoute, on va conclure cet épisode.
qui a été un bel épisode. Il y a eu un peu de tout, une grosse intro, mais on a bien parlé du Real. Je pense qu'on a un peu tout dit. Ouais, on a un peu tout évoqué. Je vois pas d'éléments qu'on a oubliés. Ouais. Peut-être n'hésitez pas à nous dire, que ce soit en commentaire ou par vos retours de manière alternative. Hein. Il y en a qui aiment bien envoyer des messages aussi sur Insta, sur WhatsApp, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours ou même compléter ce qu'on a pu dire ou même si vous n'êtes pas d'accord ou autre comme d'hab. Hein. En vrai, je pense qu'il y a plus de gens pas d'accord que d'accord. C'est le but, non? Vu que ceux qui sont pas d'accord, vu que ceux qui sont d'accord ne disent rien, donc du coup ceux qu'on entend sont forcément, il y a plus de gens pas d'accord dans ceux qu'on entend. Merci Edou. Et je fais un pour ta coucou, présence. un coucou à MZ10 sur YouTube. le chat YouTube. Qu'on salue. Qui m'a fait des bonnes blagues. Donc, ouais, il a été excellent. Encore en ligne. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il a été très très bon. Je lui fais un coucou. Pas un cookie, un coucou. Très bon, les cookies. Merci Edou, merci à vous d'avoir suivi comme d'habitude, vous followez, vous suivez, vous abonnez, tout ce que vous voulez. Et puis on se revoit la semaine prochaine, à moins qu'une nouvelle maladie arrive, je sais pas, peut-être que ça sera autour d'Edou. Hein. Mais Edou, lui, il est pas comme moi, hein, même s'il est malade, il tient son... C'est ça qui me sauve, hein, Youssin. Au pire, je liverai depuis le lit, c'est pas un problème, on l'a déjà fait. Changera. Ouais, ça sera pas une grande différence. Et on continue à réfléchir pour le nom. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On va trouver. allez, ciao. Ciao.